Il y a ces instants où un simple mot, glissé entre deux phrases, frappe comme un coup. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une attaque frontale, mais c'est une flèche fine, presque invisible, qui vient se loger là où vous êtes le plus vulnérable. Une remarque, une intonation, un silence même. Et votre cœur se replie. Il ne s'agit pas simplement de fierté blessée, mais de cette brûlure lente, ce poison doux qui s'infiltre et murmure « Tu ne vaux pas ce que tu croyais ». Cette douleur, elle ne vient pas de l'autre, elle vient de vous, de cette attente, inconsciente mais tenace, d'être vu, compris, respecté. Et quand ce regard manque ou vous juge, l'estime que vous aviez laborieusement reconstruite commence à se fissurer. Au fond, ce que vous désirez n'est pas d'être épargné par toute critique. Ce serait illusoire. Vous savez que le monde parlera toujours. Ce que vous cherchez, c'est la capacité de ne plus être dévasté. Vous ne voulez plus trembler à chaque commentaire, ni ruminer des heures, parce qu'on vous a mal interprété. Vous aspirez à quelque chose de plus grand, une solidité intérieure, un calme qui ne dépend plus des marées extérieures. Comme si, derrière chaque mot dur, vous pouviez découvrir une opportunité cachée, une clé vers une meilleure version de vous-même, au lieu d'une lame qui vous divise. Sénèque disait que la critique est comme le feu. Si vous vous jetez dedans sans protection, il vous consume. Mais si vous apprenez à le canaliser, il éclaire votre route. Il réchauffe ce qui était figé en vous. Il révèle la forme des choses. Ce n'est pas la critique en elle-même qui brûle, c'est la manière dont vous l'accueillez. Et cela change tout. Épictète, avec sa sagesse directe, nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas l'opinion d'autrui, mais votre jugement sur cette opinion qui vous blesse. Autrement dit, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce que vous faites de ce qu'ils disent. Là réside le pouvoir, là renaît la liberté. Imaginez que chaque critique ne soit plus une agression, mais une information. Imaginez que vous puissiez apprendre à filtrer, trier, interpréter, sans vous déchirer. Non pas pour devenir insensible, mais pour devenir maître de votre réponse, pour que votre paix intérieure ne soit plus entre les mains de quiconque. C'est cela, l'indifférence active. Une posture stoïcienne puissante, mais douce. Une façon d'être au monde sans se laisser écraser par ces voix dissonantes. Ce que vous allez découvrir, c'est un autre regard, une manière de rencontrer la critique, non pas comme une ennemie, mais comme une alliée exigeante. Elle vous teste, elle vous provoque, mais elle peut, si vous le permettez, vous révéler. La douleur ne disparaîtra pas totalement, mais elle changera de forme. De fardeau, elle deviendra levier. Et ce jour-là, vous saurez, ce n'est plus la critique qui a du pouvoir sur vous, c'est vous qui avez repris le vôtre. Il y a dans chaque critique un écho lointain, profond, souvent ancien. Ce n'est pas la phrase qu'on vous lance qui fait mal, c'est ce qu'elle réveille. Ce souvenir enfoui d'un jour où l'on vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez intelligent, pas assez rapide, pas assez sage, pas assez aimé. Et ce mot qui glisse dans la conversation aujourd'hui, comme un détail pour celui qui le dit, vient en réalité ouvrir une porte scellée depuis longtemps. La peur de ne pas être reconnu, la crainte d'être rejeté, l'angoisse de redevenir invisible. Voilà la vraie blessure. Elle ne vient pas du dehors. Elle attendait, là, en vous, prête à s'embraser. Quand on vous critique, vous ne réagissez pas seulement à la parole prononcée, vous réagissez à tout un passé silencieux. À ce besoin démesuré de reconnaissance qui ne dit pas son nom, à ce vide affectif jamais comblé. La critique ne tombe jamais dans le vide. Elle tombe sur ce terrain miné qu'est l'estime fragile. Et parce que vous n'avez pas appris à le désamorcer, chaque mot vous semble explosif. Alors vous vous protégez, vous vous fermez, ou vous ripostez. Mais en réalité, ce que vous fuyez, ce n'est pas la personne qui vous parle. C'est l'enfant blessé qui se réveille en vous. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir de pierre. Il vous demande d'ouvrir les yeux, de voir que la souffrance que vous ressentez est issue de votre propre perception. Ce n'est pas l'échange lui-même qui fait mal, c'est le sens que vous lui donnez. C'est l'histoire que vous vous racontez à partir de ce mot. Et cette histoire, vous pouvez la réécrire. Vous pouvez regarder cette critique comme un signal, non comme un jugement, comme une possibilité, non comme une condamnation. Vous pouvez redevenir libre. Mais pour cela, il faut apprendre à discerner, à ne plus réagir en pilote automatique, à ne plus donner à l'autre le pouvoir de définir qui vous êtes. Ce n'est pas leur regard qui vous construit, c'est le vôtre. Ce n'est pas leur parole qui sculpte votre valeur, c'est la vôtre. Et si ce qu'ils disent n'est qu'un reflet, parfois flou, parfois tordu,
Alors pourquoi s'y attacher comme à une vérité? Ce n'est pas vous qui êtes remis en cause. C'est leur perception, leur fatigue, leur projection. Et si vous vous souvenez de cela, vous n'absorbez plus le venin. Vous l'observez, vous le décodez, vous le laissez passer, car vous n'avez pas à porter toutes les paroles du monde. Vous n'avez pas à avaler chaque mot lancé. Vous pouvez choisir. Choisir de rester centré, de respirer, de revenir à vous. Parce que la vraie force n'est pas dans la réaction. Elle est dans la compréhension silencieuse de ce qui se joue. Et plus vous verrez la blessure derrière les mots, plus vous cesserez de la nourrir. Ce n'est pas la critique qui vous détruit, c'est l'attachement inconscient à ce qu'elle touche. Et cela, vous pouvez l'apprivoiser. Il est si facile de croire que chaque mot dur est une attaque. Si facile d'imaginer que l'autre a voulu nuire, qu'il a visé juste, qu'il a frappé là où ça fait mal. Mais ce réflexe de survie, ce mécanisme de défense que vous avez appris pour vous protéger, devient un piège silencieux, car à force de voir l'ennemi partout, on s'oublie soi-même. On devient le prisonnier de l'idée que l'on doit se justifier, se défendre, prouver qu'on vaut quelque chose. Et cette posture, pourtant bien intentionnée, vous enferme dans un rôle de victime impuissante. Chaque fois que vous entendez une critique, vous croyez que votre personne entière est en jeu. Comme si votre identité tout entière était suspendue à cette phrase. Vous donnez à l'autre un pouvoir qu'il n'a pas demandé. Le pouvoir de dire si vous êtes digne. Le pouvoir de dire si vous avez raison d'exister tel que vous êtes. Mais ce pouvoir ne lui appartient pas. Et vous pouvez le reprendre. Vous devez le reprendre. Car toute critique n'est pas une condamnation. Toute remarque n'est pas une flèche empoisonnée. Il y a parfois, dans les mots maladroits des autres, une vérité utile. Il y a parfois, dans les jugements même injustes, une opportunité de discernement. Et c'est là que le regard stoïcien fait toute la différence. Il vous enseigne à ne plus tout absorber, à ne plus faire de chaque mot une arme, à ne plus faire de chaque remarque un affront personnel. Vous n'êtes pas obligé de fuir la parole. Vous pouvez l'écouter sans y perdre votre centre. Vous pouvez la laisser passer sans vous contracter. Et parfois, vous pouvez même en tirer une clarté inattendue. Mais pour cela, il faut sortir de l'automatisme. Il faut apprendre à ne pas réagir, à respirer, à regarder cette parole comme un simple phénomène extérieur. Ni bon, ni mauvais, juste ce qu'il est. Quand vous cessez de vous sentir personnellement visé, par chaque opinion, quelque chose en vous se détend. Vous n'êtes plus sur la défensive. Vous n'avez plus besoin d'ériger des murs. Vous redevenez souverain sur votre territoire intérieur. Vous ne fuyez plus. Vous choisissez ce que vous laissez entrer, ce que vous laissez partir et ce que vous transformez. Parce que vous n'avez jamais été faible. Vous avez été blessé, peut-être, trop souvent, trop longtemps. Mais la vraie impuissance, ce serait de croire que vous n'avez pas le choix. Or, vous l'avez. Vous avez la possibilité d'interpréter différemment, de ne plus voir l'autre comme un juge, mais comme un messager malhabile, ou un simple miroir de ses propres incertitudes. Ce n'est pas vous qui le définit. C'est lui qui le révèle. Et cela change tout. Cela change votre posture. Cela change votre respiration. Cela change la place que vous accordez aux mots. Et peu à peu, la victime disparaît. Elle laisse place à une personne debout, ancrée, consciente, non pas indifférente, mais invulnérable. Il y a un moment où la douleur cesse d'être une fatalité, où elle devient matière. Une matière brute, inconfortable, mais modelable. C'est le moment exact où la critique, au lieu de vous abattre, commence à vous façonner. Le déclic stoïcien n'est pas un cri de vengeance. C'est un souffle de lucidité, une lumière froide, mais claire, qui révèle ce que vous pouvez améliorer, sans vous condamner pour ce que vous êtes. Sénèque disait que l'âme forte ne redoute pas l'épreuve. Elle l'accueille comme un forgeron accueille le feu, non pour se brûler, mais pour tremper le métal. Et dans ce feu, il y a les mots tranchants, les regards appuyés, les commentaires qui griffent. Oui, ils peuvent se blesser, mais ils peuvent aussi polir. Lorsque vous entendez une critique, vous pouvez vous poser une question simple. Que puis-je apprendre de ce regard? Non pas « ont-ils raison ?» Non pas « suis-je mauvais ?» mais simplement « qu'est-ce que cela dit sur ma manière de faire ?» Et soudain, vous sortez du piège. Vous passez de l'émotion à la réflexion, du choc à la construction. Il y a dans chaque flèche une direction. Si vous cessez de la recevoir en plein cœur, vous pouvez voir où elle pointe. Et parfois, elle indique une zone d'ombre, un angle mort,
Un détail que vous n'aviez pas vu. Une posture qui mérite d'être ajustée. Une habitude à repenser. Un mot qui pourrait être dit autrement. Et ce petit déplacement, ce minuscule changement, devient immense. Vous ne changez pas pour plaire. Vous changez pour vous affiner, pour devenir plus juste, plus aligné, plus maître de votre impact. Car le stoïcisme ne vous demande pas d'être parfait. Il vous propose d'être cohérent. Et la critique, aussi inconfortable soit-elle, peut être un miroir. Un miroir un peu déformant, mais utile si vous savez y lire au-delà du reflet immédiat. Imaginez un artisan devant son œuvre. Il frappe, il ajuste, il recule, il observe. La critique, c'est ce regard extérieur qui dit « là, il y a un creux ». Vous pouvez en faire une blessure ou un outil. Vous pouvez vous raidir ou vous recentrer. Vous pouvez ignorer ou écouter autrement. Il n'y a pas d'humiliation à évoluer. Il n'y a pas de faiblesse à corriger ce qui peut l'être. Il y a une noblesse profonde à transformer la flèche en enseignement, à faire de l'offense une offrande et de la douleur un seuil. Car chaque fois que vous apprenez quelque chose d'une critique, vous grandissez dans l'ombre, silencieusement, puissamment, sans fracas, mais avec la clarté de celui ou celle qui n'a plus peur d'être vu, même imparfait. Il existe des mots qui blessent, non parce qu'ils sont dits avec violence, mais parce qu'ils tombent là où la peau est encore fine, là où le souvenir d'un ancien rejet vibre encore. Pourtant, dans ce même espace fragile peut naître une force nouvelle. Non pas la carapace dure de celui qui refuse tout, mais la lucidité douce de celui qui choisit ce qu'il laisse entrer. Accepter une critique, ce n'est pas capituler, c'est trier. Faire le tri entre ce qui blesse et ce qui éclaire, entre ce qui est jeté pour détruire et ce qui peut servir à construire. Ce tri ne se fait pas dans le tumulte, il se fait dans le calme du regard qui observe, qui note, qui pèse. Prenez un carnet. Une fois par semaine, revenez sur les remarques reçues. Pas pour ruminer, pour comprendre, noter, distinguer. Qu'est-ce qui, dans cette remarque, est une information? Une intention mal formulée? Une vérité inconfortable mais utile? Une projection de l'autre qui ne vous appartient pas? Ce tri stoïcien n'est pas un exercice intellectuel, c'est un acte d'hygiène intérieure. Comme on nettoie une blessure pour qu'elle ne s'infecte pas. Vous nettoyez les mots reçus pour ne garder que l'essence. Et parfois, cette essence est précieuse, car elle vous montre une direction que vous n'aviez pas envisagée. Elle vous oblige à repenser une manière d'agir, à revoir une posture, à clarifier une intention. Et plus vous le faites, plus vous développez cette capacité rare, la croissance silencieuse, celle qui ne dépend pas des applaudissements, celle qui s'ancre dans l'humilité de celui ou celle qui sait encore apprendre. Même quand cela pique, même quand cela déstabilise, l'artisan n'a pas peur du marteau, il en fait un prolongement de sa main. Vous aussi, vous pouvez faire de la critique un outil, pas pour vous rabaisser, mais pour vous ajuster. Et dans cet ajustement, il y a de la beauté, il y a de la précision, il y a une nouvelle dignité. Vous ne devenez pas moins vous-même, vous devenez plus exact ou plus juste. Et ceux qui vous entourent, même s'ils ne le disent pas, le ressentent. Votre parole s'affine, votre impact s'apaise, vos choix deviennent plus sûrs, parce que vous avez pris le temps de transformer la parole reçue en direction, non en condamnation. Et si vous doutez encore de ce processus, observez simplement. Depuis que vous triez, vous vous sentez moins vulnérable, moins dépendant de l'approbation, plus enraciné dans ce que vous construisez, lentement, profondément, à partir de vous. Il y a des instants où un simple mot traverse l'espace, et c'est comme si toute notre histoire s'ébranlait. Comme si l'autre, en une phrase, venait de réveiller toutes les fois où l'on s'est senti jugé, rabaissé, mal aimé. Mais souvent, ce n'est pas l'autre qui parle à cette douleur. C'est cette douleur qui saute sur l'occasion pour crier encore une fois. C'est elle qu'on entend, bien plus que l'intention réelle de celui ou celle qui parle. Tout prendre personnellement, c'est offrir à l'autre un pouvoir qu'il n'a pas demandé. C'est lui permettre de toucher ce qui, en vérité, ne dépend pas de lui. Ce réflexe est humain, il est ancien, il vient d'un besoin archaïque d'être accepté, mais il peut devenir un piège. Un piège qui nous enferme dans une hypersensibilité douloureuse, où chaque opinion devient une menace et chaque remarque, une attaque. Or, comme le rappelle Sénèque, il ne s'agit pas de fuir les jugements, il s'agit de les examiner. Et d'y appliquer une simple question. Est-ce utile
Est-ce que ce que l'on vient de me dire peut m'aider à grandir, à comprendre, à m'ajuster? Ou est-ce que ce n'est qu'une projection de l'autre, un écho de ses propres luttes, qui n'a rien à voir avec moi? Il y a une sagesse puissante dans le détachement. Pas le détachement froid, orgueilleux, qui nie tout, mais celui lucide, qui choisit, qui respire, qui accueille, observe, puis laisse glisser ce qui ne mérite pas d'être gardé. Pratiquer ce détachement réflexe, c'est interrompre le cycle de la réaction immédiate. C'est se donner un espace entre le mot reçu et la réponse donnée. Imaginez un bouclier invisible, non pas rigide, mais souple. Il ne rejette pas tout. Il filtre. Il laisse passer ce qui peut vous nourrir, et il renvoie doucement ce qui ne vous appartient pas. C'est ce bouclier que vous façonnez chaque fois que vous respirez avant de réagir, chaque fois que vous choisissez de répondre autrement, chaque fois que vous comprenez que ce que l'autre dit parle souvent plus de lui que de vous. Et plus vous entrez dans cette posture, plus vous sentez votre calme s'installer. Ce calme que rien ne semble troubler. Ce calme qui ne vient pas du silence des autres, mais de votre propre choix de ne plus leur remettre vos clés intérieures. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et ce n'est pas une fuite. C'est une souveraineté retrouvée. Celle de ne plus être l'otage de chaque regard, de chaque mot, de chaque critique lancée au hasard. Vous ne devenez pas insensible. Vous devenez sélectif, Et dans cette sélection, il y a de la paix. Il y a une dignité retrouvée. Celle de ne plus se perdre dans les projections des autres. Il y a des mots qui blessent. Non pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils touchent à une corde déjà tendue. Une critique mal formulée, même anodine, peut laisser en nous un goût amer. Ce goût ne vient pas de la phrase en elle-même, mais de ce qu'elle réveille, de ce qu'elle remue en silence. Une ancienne peur, une insécurité, une honte enfouie. Et pourtant, cette amertume n'est pas une fatalité. Elle peut être transformée. Elle peut devenir une porte, une ouverture vers autre chose. Réinterpréter, ce n'est pas nier, ce n'est pas maquiller la réalité. C'est choisir consciemment une autre façon de la lire, une autre manière de la recevoir. C'est se dire en soi, ce qu'on m'a dit n'est peut-être pas une attaque, c'est peut-être une maladresse, ou une occasion, une question déguisée en remarque. Et si au lieu de me refermer, je m'ouvrais à cette question? Si je me demandais, qu'est-ce que je peux en faire? C'est cela, la clé stoïcienne. Transformer la pierre jetée en pierre d'angle, celle sur laquelle je construis, celle qui, au lieu de m'écraser, me soutient. Cela ne signifie pas que tout ce qu'on nous dit est juste, mais cela signifie que nous avons toujours le choix de ce que nous en faisons. Et ce choix change tout. En redéfinissant mentalement chaque critique comme une simple question, on désarme son potentiel destructeur. On reprend le pouvoir. On choisit de ne plus être réactif, mais créatif. On sculpte, on modèle. Comme un artiste face à la matière brute, on utilise ce qui nous heurte pour faire émerger la forme cachée. Ce n'est plus un coup reçu, mais un outil en main. Ce travail intérieur demande du courage, car il oblige à ne plus se voir comme une victime. Il pousse à regarder la réalité en face, sans se fuir. Il appelle à grandir. Mais dans cette croissance, il y a une beauté, une lumière qui ne dépend plus de l'autre, mais de soi. Une fierté silencieuse, née de la maîtrise retrouvée. Alors la prochaine fois qu'un mot vous dérange, essayez ceci. Ne répondez pas tout de suite, respirez, écoutez, et dans cet espace suspendu, reformulez. Demandez-vous, que puis-je apprendre ici? Vous verrez, même les phrases les plus rudes peuvent devenir des sources d'élévation. Il y a ce moment, juste après la phrase, quand le mot est tombé, quand il a fait son bruit, quand il a pénétré la surface. Ce moment où tout en nous veut répondre, riposter, rétablir une forme de justice, faire entendre notre vérité. Mais parfois, dans ce besoin urgent de parler, on se perd, on s'oublie. On ajoute du bruit au bruit, et le sens se dissout dans la confusion, alors que ce qui aurait pu être une réponse devient une réaction. Et cette réaction, souvent, nous blesse davantage que la critique elle-même. Le silence, dans ces instants-là, n'est pas une fuite, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est un choix, un espace que l'on crée pour que la tempête passe sans nous emporter. C'est comme refuser de jeter de l'huile sur le feu, comme retenir son épée avant de frapper inutilement. Le silence est un abri. Il protège, il clarifie, il permet de voir les choses pour ce qu'elles sont, et non pour ce qu'elles font naître en nous dans l'instant. Épictète nous le rappelait, mieux vaut un silence maîtrisé qu'une parole regrettée. Et cette phrase n'est pas un conseil passif, c'est une stratégie active.
Un art du temps juste. Compter jusqu'à 10, c'est déjà une manière de reprendre le pouvoir. Se taire volontairement, c'est choisir la paix plutôt que l'orgueil. Et cette paix, c'est elle qui devient la véritable réponse. Imaginez un lac, calme, paisible, vaste. Les vents passent, les feuilles tombent, mais rien ne le trouble durablement. Il accueille, il reflète, mais il reste intact. Ce lac, c'est vous, quand vous choisissez de ne pas répondre tout de suite, quand vous laissez la critique se poser sans l'absorber, quand vous laissez au silence le droit de filtrer ce qui mérite ou non votre énergie. Ce silence, bien placé, désarme. Il impose le respect. Il rappelle que vous n'êtes pas à vendre à chaque émotion. Il dit « Je suis là, je suis entier, et je n'ai pas besoin de crier pour exister ». Il dit aussi « Je choisis le moment, le ton, et parfois, je choisis de ne rien dire du tout, car ne pas répondre, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire autrement, c'est faire mieux. C'est transformer l'espace entre le mot reçu et le mot donné en un sanctuaire, un lieu de souveraineté intérieure, un lieu où vous décidez. Et si, la prochaine fois, vous choisissiez ce sanctuaire? Et si, au lieu de vous justifier, vous vous honoriez en gardant le silence? Ce silence-là ne fait pas peur. Il inspire, il construit. Il y a des mots qui collent, des phrases, parfois simples, parfois brutales, qui s'impriment comme une brûlure. Pas à cause de leur vérité, mais à cause de la vague qu'elles soulèvent en nous. Colère, frustration, injustice. Ce tourbillon émotionnel qui semble surgir de nulle part, mais qui en vérité était déjà là, en attente, en veille. La critique alors n'est que l'étincelle, pas l'incendie. Ce n'est pas la phrase de l'autre qui vous fait mal, c'est la charge qu'elle réactive, cette vieille douleur enfouie, ce souvenir qu'on pensait éteint, cette attente d'être reconnu, respecté, compris. Et quand cela ne vient pas, quand au contraire une critique fuse, tout se soulève, tout déborde. Mais ce débordement n'est pas une fatalité. Il peut être vu, nommé, contenu. Sénèque nous dit que nommer l'émotion, c'est déjà la gouverner. Et ce geste-là, si simple en apparence, est l'un des plus puissants. Dire à soi-même dans le silence « Je ressens de la colère », ce n'est pas s'y abandonner. C'est la regarder en face. C'est l'encadrer sans la nourrir. C'est refuser qu'elle devienne maîtresse, sans pour autant la nier, car une émotion ignorée devient un tyran. Mais une émotion reconnue devient un signal. Et ce signal, vous pouvez l'entendre, l'écouter, puis décider. Décider si vous voulez répondre, comment, quand, avec quels mots, ou même ne pas répondre. Mais cette décision-là ne sera plus réactive, elle sera consciente. Il existe un rituel simple que les anciens pratiquaient sans le nommer. La règle des 3 respirations. 3 cycles complets, profonds, avant d'accueillir toute critique. Inspirez par le nez, laissez l'air entrer. Expirez lentement, comme on relâche une tension. 3 fois. Et dans cet espace, l'émotion change de forme. Elle perd son aiguillon. Elle devient plus douce, plus malléable. Elle attend votre signal. Imaginez un capitaine. Son navire prend une rafale. Il ne crie pas, il ne saute pas, il nomme la tempête, il donne des ordres calmes, il ajuste les voiles, il encadre l'orage sans l'abriter. Vous êtes ce capitaine, et votre corps est le navire. Vos pensées sont les voiles, votre souffle est la direction. Ce n'est pas en fuyant l'émotion qu'on devient fort, c'est en l'honorant sans s'y fondre, c'est en la tenant dans ses bras sans la laisser prendre le gouvernail, c'est en disant « Je t'ai vu, je t'ai entendu ». Mais c'est moi qui décide. Et si vous commenciez là, maintenant, par cette respiration, 3 cycles, rien d'autre, et observez ce qui se transforme. Il y a des douleurs qu'on croit uniques. On pense que cette remarque-là, cette critique en particulier, a une saveur nouvelle. Mais si l'on écoute plus attentivement, on découvre un écho ancien, comme une blessure déjà touchée, encore vive. Ce n'est pas la critique d'aujourd'hui qui fait mal. C'est la somme de toutes celles qu'on a laissées s'accumuler, sans jamais les transformer. Chaque fois qu'un jugement vous atteint, il touche une corde déjà tendue. Chaque fois qu'un mot vous froisse, c'est une vieille insécurité qui s'éveille. Et plus les années passent, plus l'on pense que rien ne change, que l'on reste fragile, sensible, perméable. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que vous n'avez pas évolué. C'est que vous n'avez pas encore vu votre propre force en action. Marc Aurèle disait « Rien n'est permanent, pas même l'opinion des autres ». Cette phrase, répétée chaque matin,
devient un ancrage, un rempart, non pas contre le monde, mais pour votre monde intérieur. Il ne s'agit pas d'ignorer la critique, il s'agit de vous souvenir que vous êtes plus vaste qu'elle, que votre valeur ne vacille pas à chaque vent contraire. La résilience ne vient pas d'un grand choc, elle se construit dans la répétition, dans ces petits moments où vous entendez une remarque, ressentez une piqûre, mais restez droit, calme, présent. Même si, intérieurement, quelque chose frémit, vous ne cédez pas, vous observez, vous nommez, et vous choisissez. Un rituel peut vous aider. Chaque matin, avant même de regarder le téléphone, ouvrez un carnet. Notez une maxime stoïcienne. Relisez-la à voix haute. Laissez-la résonner. Laissez-la vous accompagner comme un bouclier invisible. Et le soir, repassez votre journée. Une seule question. Où ai-je résisté à la critique sans me durcir? Une seule réponse suffit. Un seul moment où vous avez choisi le calme plutôt que la réactivité. C'est ainsi que naît la vraie force. Non pas dans le silence contraint, mais dans le calme choisi. Non pas dans l'indifférence froide, mais dans l'indépendance claire. Et plus vous répétez, plus cela devient naturel. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez plus besoin de prouver. Comme la marée qui, jour après jour, polit les galets, chaque critique devient une occasion, une forme, un polissage. Et peu à peu, vous devenez ce rocher doux, lisse, solide, sur lequel les vagues n'ont plus de prise. La répétition n'est pas un piège, c'est votre allié. Elle vous façonne, elle vous révèle. Et bientôt, vous ne craindrez plus la critique. Vous l'écouterez, vous la trierez. Et parfois, vous lui direz simplement « merci ». La critique n'est pas toujours une blessure. Ce n'est pas une vérité évidente. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Depuis l'enfance, on nous dit que se faire critiquer, c'est être rejeté, qu'une remarque, même légère, peut réduire notre valeur. Alors on tremble, on évite, on anticipe, on veut plaire. Mais au fond, on s'épuise, parce que chaque mot devient une menace, chaque regard devient un jugement. Et si ce n'était pas la critique qui blesse, mais l'espace qu'on lui laisse en nous, si la douleur ne venait pas de l'extérieur, mais de ce que nous croyons sur nous-mêmes, en silence, depuis trop longtemps. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui vous perturbent, mais votre jugement sur ces événements. » Cette phrase peut changer une vie, car elle vous rend le pouvoir. Ce pouvoir, ce n'est pas celui de devenir invincible, c'est celui de devenir libre. Libre de choisir comment vous recevez, libre de ne plus réagir automatiquement, libre de sentir sans être dominé par le sentiment, libre de dire « ce que tu dis parle de toi, ce que j'en fais parle de moi ». Alors vous devenez cet espace calme au milieu du tumulte. Vous n'êtes plus dans la guerre permanente contre les mots. Vous devenez le filtre, la clarté, la digue. Vous ne fuyez pas la critique. Vous la regardez, vous la pesez, et vous décidez. Elle ne vous définit plus. Sénèque écrivait « Les épreuves sont des exercices de l'âme, non des jugements sur votre valeur. Ce que vous vivez n'est pas un test de votre dignité. C'est une chance de l'affirmer. À chaque critique, vous pouvez répéter intérieurement « Je suis solide, je suis calme, je suis libre ». Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous vous respectez, enfin, de l'intérieur. Alors, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, choisissez une seule des pratiques que vous venez d'entendre, la plus simple, la plus douce, et appliquez-la, chaque jour, sans forcer, juste avec constance. Et regardez ce que cela transforme en vous, ce que cela redonne, ce que cela apaise. Car peut-être que la critique n'a jamais été un poison. Peut-être que c'était un message. Et que votre vraie force, c'est de savoir enfin l'écouter, sans vous trahir, sans vous briser, en paix.